Merci, cher Emel. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de vous parler rapidement de la stratégie tunisienne de vaccination anti-Covid. Pour commencer, donc, je vous présente un peu les objectifs. On a démarré la vaccination le 13 mars 2020 et les objectifs principaux étaient de réduire la morbimortalité associée à la Covid, de réduire la diffusion de l'épidémie et de maintenir les besoins vitaux de fonctionnement du pays, comme les concours et les examens, la sécurité du pays, etc. Donc, à partir de ces objectifs, on a mis en place quelques priorités. La première était donc, on a priorisé les personnes âgées de 60 ans et plus, avec ou sans comorbidité, puis les personnes qui présentaient des comorbidités de moins de 60, les personnels de santé et enfin les autres catégories à risque modéré. Pour vous donner une idée, donc la vaccination dans le monde, aujourd'hui, on est à plus de 8 milliards de doses utilisées, avec en moyenne 30 millions de doses par jour. Pour les personnes qui ont eu, donc à peu près pour la population mondiale, 52,4, actuellement c'est 54% de la population mondiale a reçu au moins une dose. Et il faut savoir que les pays à faible revenu représentent moins de 5% des personnes des pays qui ont reçu une seule dose au moins. En Tunisie, on est à plus de 10 millions de doses, on n'est pas loin de 11 millions actuellement. Je vais essayer de vous présenter un peu les vaccins qu'on a utilisés en Tunisie, quelques particularités, les effets indésirables et leurs contre-indications, et après donc les situations particulières, la stratégie donc tunisienne dans quelques situations particulières. Les vaccins, donc il y a eu les techniques classiques, surtout les vaccins basés sur le virus entier inactivé, tels que Sinopharm, et puis les nouvelles technologies, protéines recombinantes, l'ARN ou le vecteur viral. Pour les vaccins ARN, donc ils ont quelques avantages. Essentiellement, ce sont des vaccins faciles à produire, qui s'adaptent aux nouveaux variants. C'est ce qui se fait actuellement pour Pfizer et Moderna, qui essaient d'adapter un peu leurs vaccins. Ils présentent une excellente immunogénicité et avec une réponse mixte, humorale et cellulaire. Bon, bien entendu, comme tout nouveau médicament ou nouveau vaccin, les effets à long terme restent inconnus. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, on a 2 vaccins, Pfizer et Moderna seulement. Les vaccins adéno sont ils ont une excellente immunogénicité avec des réponses mixtes. Une immunisation préalable peut limiter l'efficacité puisque les adénovirus circulent beaucoup et on peut développer des anticorps donc, à ces adénovirus qui pourraient poser quelques petits problèmes. Et les effets à long terme restent inconnus. On a en Tunisie 3, Sputnik, AstraZeneca et Janssen. CanSino, c'est un vaccin chinois qu'on n'a pas encore en Tunisie. Les inactivés, donc surtout les Chinois, donc plateforme classique, peu d'effets indésirables, c'est l'un des avantages. Immunisation par plusieurs antigènes en même temps. Bon, là aussi, l'efficacité reste relativement limitée parce qu'on a uniquement une réponse humorale et la réponse cellulaire n'a jamais été prouvée jusqu'à aujourd'hui pour ce type de vaccin. Quelques vaccins, Sinovac, Sinopharm aussi avec des souches différentes et un vaccin chinois, Bharat Biotech. Les vaccins protéiques, c'est une plateforme relativement classique en vétérinaire, mais en médecine humaine, c'est une nouvelle technologie qui présente peu d'effets indésirables. Son efficacité est limitée car habituellement on a des réponses humorales seulement, mais par exemple Novavax a ajouté un adjuvant qui permet d'augmenter la réponse immunitaire et d'avoir une réponse cellulaire également. Il y a aussi un vaccin cubain, Abdala. Les effets indésirables de ces vaccins, les principaux, donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans les 30 premières minutes? C'est surtout des manifestations d'anaphylaxie qui sont exceptionnelles, qui sont liées aux composants du vaccin, essentiellement les excipients.
c'est pour ça qu'on doit garder tous les vaccinés en observation pendant les 15 premières minutes au moins. Et puis, ce qu'on recommande aussi, si un malade présente une réaction anaphylactique lors de la première dose, on contre-indique automatiquement la deuxième dose de ce vaccin. Dans les 48 heures, on peut observer quelques manifestations pseudogrippales sans gravité, qui sont moins fréquentes chez les sujets âgés et qui disparaissent généralement donc sous paracétamol rapidement. On peut avoir aussi quelques réactions locales au niveau du site d'injection et des lymphadénopathies surtout observées avec les vaccins ARN. On a eu quelques cas avec Pfizer, mais qui disparaissent généralement après une dizaine de jours. Il y a eu aussi quelques autres manifestations qu'on a observées dans la vraie vie et qu'on n'a pas observées lors des essais cliniques. Vous savez que quand on fait des essais cliniques sur des vaccins, c'est 10 000, 30 000, pas plus que 40 000 volontaires. Donc, il y a quelques effets désirables rares qu'on ne peut pas observer. Et donc, on a mis en place partout dans le monde une surveillance particulière, à part la surveillance classique par les notifications spontanées. On a mis en place ce qu'on appelle donc une surveillance des événements indésirables rares d'intérêt particulier, qui sont des effets qu'on a observés avec d'autres vaccins, mais qu'on n'a pas observés avec les vaccins Covid lors des essais cliniques. Donc on a quand même mis en place une surveillance de tous ces effets-là, ce qui nous a permis de détecter quelques effets indésirables, tels que les thromboses par exemple. Vous savez que le syndrome thrombotique thrombopénique n'a pas été observé lors des essais cliniques avec AstraZeneca, ni avec les autres vaccins, et ça a été observé après, et c'est pour ça que ça a posé un problème. D'une part, il n'était pas connu, en plus on ne connaissait pas le mécanisme, et il a été très mal pris en charge. On a mis de l'héparine au début, et on a tué quelques malades, on a aggravé leur situation, parce que le mécanisme était immunologique par la présence de facteur P4. C'est exactement la même chose de ce qu'on observe avec les TIH, donc les thrombopénies induites par l'héparine. Les myocardites, quelques cas, pas très fréquentes, avec Pfizer et Moderna essentiellement, surtout chez les jeunes avec un âge médian de 28 ans, et le délai en moyenne c'est 2 semaines après l'injection. Et ceci a amené les Français à limiter l'âge de l'injection de Moderna à 30 ans et plus. Quelques cas de péricardite aussi qui ont été observés avec Pfizer, Moderna et très peu fréquentes avec AstraZeneca. Bon, ici, c'est surtout la deuxième dose pour l'ARN et la première dose avec AstraZeneca. Et ça n'a pas posé un problème particulier. Les cas restent quand même très très rares. Et comme la myocardite aussi, les réactions sont généralement réversibles. Les contre-indications qui posent problème aujourd'hui pour le pass vaccinal, il n'y a vraiment pas de vraies contre-indications définitives à la vaccination en général et à tous les vaccins. Donc on peut contre-indiquer la deuxième dose chez quelqu'un qui a fait un syndrome de Guillain-Barré ou une myocardite après la première dose, ou bien s'il a fait une réaction anaphylactique à la première dose, on peut contre-indiquer la deuxième. L'antécédent d'un syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, c'est la seule vraie contre-indication définitive, mais ça ne concerne que l'enfant. Il faut rappeler que les antécédents d'allergie à la pénicilline ne constituent en aucun cas une contre-indication à la vaccination. Et puis, il y a des contre-indications particulières à certains vaccins, tels que le traitement par l'héparine au long cours, syndrome de fuite capillaire, thrombocytopénie induite par l'héparine, ou un STT, donc suite à un vaccin à vecteur viral. Là, on contre-indique l'AstraZeneca et Janssen, et même il faut aussi contre-indiquer Sputnik même si on n'a pas assez d'informations, mais il vaut mieux le faire par excès, parce que de toute façon c'est lié au vaccin viral. Là, on rappelle aussi que les antécédents thromboemboliques ne constituent pas une contre-indication à la vaccination par les vaccins AstraZeneca et Janssen.
C'est parce qu'on voit tout le temps donc, des gens qui demandent des contre-indications à ces vaccins suite à donc, ces situations pathologiques. Quelques précautions aussi, les maladies fébriles doivent entraîner le report de la vaccination, la position assise, donc comme pour tous les vaccins, c'est habituel. Et puis, lorsqu'il y a des malades sous anticoagulants, on peut les vacciner sans aucun problème, mais là, il faut juste comprimer au point d'injection intramusculaire après la vaccination pendant 5 à 10 minutes, pas plus. On arrive aux situations particulières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les immunodéprimés, donc là, en général, seuls les vaccins vivants atténués peuvent poser des problèmes. Or, pour tous les vaccins qu'on utilise contre la COVID, il n'y a aucun vaccin à base de virus vivants atténués. Donc, aucun n'est contre-indiqué. Juste, on peut risquer parfois une diminution de l'efficacité, mais sans aucune gravité. Pour les cancéreux, donc, s'il y a des malades sous chimio, il vaut mieux vacciner en intercure. Mais je vous rappelle que le cancer représente une priorité pour la vaccination. Il faut absolument vacciner ces malades. Bon, il y a quelques malades qui peuvent être sous anticorps monoclonaux, par exemple. Là, ça devient une contre-indication jusqu'à l'arrêt du traitement. La radiothérapie et l'hormonothérapie ne présentent aucun problème pour les malades qui doivent être vaccinés. Femmes enceintes, on a recommandé de les vacciner après 16 semaines avec des vaccins ARN, mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de changer un peu parce qu'on a assez de recul pour dire qu'on peut vacciner la femme enceinte durant toute la grossesse sans aucun risque. Au début, on est passé par plusieurs étapes. Au début, on a contre-indiqué, puis on a permis, donc après la 16e semaine, maintenant on peut dire qu'il n'y a aucun problème, et d'ailleurs c'est valable pour tous les vaccins. Les 12-14 ans, on a commencé par recommander de privilégier donc, les adolescents avec comorbidité, qu'on a bien défini, sont surtout les pathologies qui sont responsables d'une diminution de l'immunité ou des formes graves du Covid. Et puis, on a rapidement donc généralisé et depuis hier, on a démarré donc la campagne de vaccination de 12-17 ans sur toute la Tunisie. Moins de 12 ans, ça a été bien discuté la semaine dernière en Tunisie. On s'est basé sur le fait qu'en Chine, par exemple, ils vaccinent depuis longtemps, à partir de 3 ans. Et dans quelques pays du Golfe, surtout les Émirats aussi, ils utilisent Sinovac et Sinopharm. Aux États-Unis, ils ont donné la même pour une forme de Pfizer de moins de 12 ans. L'agence européenne aussi l'a fait il y a quelques jours. En France, on a privilégié donc la vaccination des 5-11 ans chez les enfants vulnérables. Il y a toute une liste de pathologies donc, qui est éligible à la vaccination. En Tunisie, donc, comme je vous ai dit, on a discuté cette situation et on a recommandé de prioriser les enfants vulnérables et après, donc, dans un deuxième temps, de généraliser la vaccination et éventuellement on pourrait le faire dans les écoles. Troisième dose, renforcement de l'immunité. Aujourd'hui, vous avez vu que nous, on a commencé il y a plusieurs semaines cette troisième dose. On a commencé par les sujets âgés et rapidement, on est passé donc à toute la population de 18 ans et plus. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on a faite. On a recommandé donc d'utiliser le vaccin Pfizer pour tout le monde, quelle que soit la vaccination préalable, et de le faire 5 mois après après la deuxième dose. Pour Janssen, on a recommandé de faire une dose de rappel ou renforcement, comme on veut l'appeler, et 2 mois après la vaccination par Janssen. Ça a démarré et je pense que ça va être généralisé. Voilà, donc globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les données de vie réelle sur l'efficacité des vaccins contre les variants sont rassurantes. Bon, avec l'Omicron, on peut dire qu'une troisième dose est indiscutable aujourd'hui.
Bon, il y a AstraZeneca qui a posé un problème avec le variant sud-africain, mais pour le reste, ça marche jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à preuve du contraire. La protection contre les formes sévères est préservée, quel que soit le variant, et je vous rappelle que c'est l'objectif principal de la vaccination recommandée donc par l'OMS. Et aujourd'hui, donc, on doit absolument renforcer la vaccination chez les sujets âgés et non encore vaccinés. On a un petit retard sur ça, à peu près le quart, au moins, le quart de cette population n'est pas encore vaccinée en Tunisie. Les enfants, ça démarre, et puis renforcer la troisième dose. Je vous remercie.